donc Aurélie Trouvé, qui est chercheur en économie et qui est donc à AgroParis Tech et qui a bien travaillé sur le CETA, notamment sur la question de l'agriculture. Oui, donc on a travaillé avec d'autres chercheurs, c'était un peu plus il y a un an à peu près, sur un rapport, donc un rapport qui analyse les effets attendus de l'accord Union européenne-Canada sur les produits animaux, pas tout particulièrement, et plus généralement sur l'agriculture. Et donc on l'a réalisé à la fois avec l'Institut technique de l'élevage et l'Institut technique du porc, l'IFIP. Et donc ça a conduit à certaines conclusions, mais donc d'abord je vais expliquer brièvement en quoi le CETA va affecter de façon très importante, très certainement, l'agriculture. En tout cas, pourquoi l'agriculture est une question centrale dans les discussions sur l'accord Union européenne-Canada. Alors d'abord, il y a la question des droits de douane, puisqu'il est prévu un affaiblissement important, très important des droits de douane, en particulier agricoles. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les droits de douane, côté Canada comme côté Union européenne, sont bien plus élevés dans le secteur agricole que dans le reste des secteurs économiques. Donc en fait, la baisse des droits de douane prévue dans le CETA, c'est avant tout l'agriculture qui sera impactée en fait. Donc, baisse drastique des droits de douane agricoles, je vais revenir dessus. Et puis, deuxième élément important, ce qu'on appelle la standardisation ou l'harmonisation des barrières non tarifaires. Comprenez, notamment dans le secteur agricole, les normes sanitaires, environnementales, notamment. Alors, du coup, on a mené cette étude pour montrer d'abord qu'aujourd'hui, les échanges agricoles, ça représente quand même 10% en valeur des échanges avec le Canada, donc c'est important. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on est de plus en plus excédentaire vis-à-vis du Canada, globalement dans le secteur agricole et alimentaire, mais on a des déficits qui se creusent, notamment dans des produits, en l'occurrence les oléoprotéagineux, et en particulier les oléagineux et les céréales. Donc qu'est-ce qui est prévu exactement en termes de baisse de droits de douane? C'est ça qui est le plus important sur l'agriculture. Suppression totale des barrières tarifaires sur 97% des produits côté Union européenne, 95% côté Canada. En fait, il y a très peu de secteurs qui vont être en partie protégés, ou en tout cas qui ne seront pas entièrement libéralisés. Il y aura uniquement les œufs et les volailles, et puis les produits laitiers en partie côté Canada. Et par ailleurs, il y aura quelques secteurs comme la viande bovine, la viande porcine, qui vont en fait ne pas être entièrement libéralisés, mais on va ouvrir ce qu'on appelle des contingents à droits de douane nuls, c'est-à-dire que pour un volume relativement important, ce volume va pouvoir maintenant entrer dans l'Union européenne en provenance du Canada à droit de douane nul, ce qui n'était pas le cas auparavant. En tout cas, on va augmenter le volume. Je vais revenir là-dessus, et notamment ce nouveau volume à droit de douane nul est quand même relativement important. Donc tout ça pose d'abord des questions sur la nouvelle mise en concurrence sur ces produits-là. Donc sur les droits de douane d'abord, je vais y arriver. Sur les droits de douane d'abord, j'y arrive. Donc sur les oléoprotéagineux, par exemple sur les oléagineux, ils ont une variété de colza qui s'appelle le canola, qui est quand même très très implanté, très cultivé au Canada, avec des coûts de production qui sont réputés bien inférieurs aux nôtres, avec des normes qui leur permettent de produire avec des contraintes bien plus faibles. Par exemple, les normes sur les pesticides. Ils ont plusieurs dizaines de pesticides qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne, mais qui sont autorisés au Canada. Vous savez que le Canada, par ailleurs, est un très gros producteur d'OGM, et notamment dans le secteur du soja, qui lui aussi va être libéralisé entièrement, alors qu'on avait des droits de douane relativement importants. Donc déjà, sur la question des culture végétale, il y a des grosses questions qui sont posées, des risques manifestes d'augmentation très forte d'import de la part de l'Europe, sachant que par exemple sur les oléoprotéagineux, on a pourtant des objectifs dans le cadre de la politique agricole commune d'une plus forte autonomie
côté Europe. Donc c'est en complète contradiction, par exemple, avec l'objectif d'autonomie sur le soja et les protéagineux. Et ça veut dire aussi qu'on importerait beaucoup plus de variétés OGM, hein, puisque le colza, le soja, etc. sont massivement cultivés en variétés d'OGM. Alors après, donc là c'est pour ce qui concerne les droits de douane, et je reviendrai plus particulièrement sur les droits de douane sur la viande juste après. Et quelques mots maintenant sur la question des normes. Alors sur la question des normes, en fait il y a deux dispositifs réglementaires qui aujourd'hui pourraient remettre en cause les normes futures. C'est évidemment le mécanisme investisseur-État, mais qui peut tout à fait concerner, et on l'a vu dans des exemples précédents, dans d'autres accords de libre-échange, qui peuvent par exemple concerner une nouvelle interdiction de pesticides. Hein, on découvre que tel pesticide, on décide en Europe que tel pesticide est vraiment extrêmement dangereux. Le mécanisme investisseur-État, l'ICS, hein, qui est dans le CETA, il pourra tout à fait y avoir une dispute, donc une plainte à part d'une multinationale sur cette question-là. Et puis le forum de coopération réglementaire qui permet de discuter le plus tôt possible, avant même le processus législatif, des normes que souhaiterait mettre en place nouvellement, par exemple, l'Union européenne ou les États. Et donc tout ça, c'est des moyens de pression. Alors vous allez me dire sur quelles normes. Bon, moi je vais parler que quelques normes qui me paraissent déjà hautement en danger, mais dont on voit d'ailleurs que le Canada, le gouvernement, mais aussi les interprofessions canadiennes agricoles, dont on voit qu'elles sont très actives sur le sujet. Un, c'est ce qu'on appelle les substances de décontamination de la viande. Vous savez alors que nous, vous savez qu'on a une manière de faire qui est très différente du Canada. C'est-à-dire que le Canada a des méthodes de rinçage assez drastiques, hein, par un coup de l'acide citrique, de l'acide peroxyacétique, le chlore, ce qui est tout à fait interdit en Europe parce que nous on a une façon de faire qui est plus à chaque étape du producteur jusqu'à la dernière étape de commercialisation. On a une traçabilité très fine, mais qui fait que nous on ne décontamine qu'à l'eau. Hein. Et le Canada n'a pas du tout cette manière de faire. Déjà, on a accepté en 2013 de décontaminer à l'acide lactique en Europe, et c'était clairement dans l'optique des négociations avec le Canada et les États-Unis. Et là, maintenant, le Canada demande évidemment à ce qu'on accepte l'acide citrique et l'acide peroxyacétique. Donc, du coup, évidemment, on s'attend à le Canada, en tout cas, soit utiliser le CETA, il le dit clairement, pour affaiblir les normes sur la décontamination de carcasses, des produits animaux. Deuxièmement, ce qu'on appelle les stimulateurs ou activateurs de croissance chez les animaux. Vous savez qu'en France et en Europe, il est interdit d'utiliser des substances chimiques à but de croissance des animaux, donc sans but thérapeutique. Donc par exemple, on ne traite pas aux hormones nos animaux, on ne traite pas à la ractopamine nos animaux pour augmenter la masse musculaire, ce qui est tout à fait autorisé au Canada. La fameuse ractopamine. Voilà, la fameuse ractopamine. Et au Canada, c'est plus que ça, c'est que la plupart pratiquement toute la production est traitée. Les bêtes sont traitées à un moment donné avec des hormones de croissance et de la ractopamine, notamment dans le secteur porcin. Donc on a évidemment un gros risque de pression du Canada sur ces normes. Alors comment ils peuvent faire pression, hein? Ils peuvent faire pression dans le forum de coopération réglementaire. Il pourrait tout à fait y avoir également des pressions sur des futures normes, mais sur ces normes-là, c'est plutôt je dirais, à mon avis, des risques au niveau de l'OMC. Je m'explique. L'Investment Court System et le forum de coopération réglementaire, ça concerne surtout des règles futures, hein, des normes que l'Union européenne voudrait mettre en plus. Sur les normes actuelles, en fait, le discours habituel, c'est, le discours de ceux qui sont pro-CETA, c'est mais ça risque rien, puisque c'est des normes déjà en place. Mais pas du tout, parce que le Canada aura d'autant plus des intérêts, vu qu'ils pourront nous exporter beaucoup plus, ils auront des intérêts d'autant plus à nous attaquer via l'OMC, l'organe de règlement des différends. Or, le Canada l'a déjà fait pour un certain nombre de sujets sanitaires et environnementaux vis-à-vis de notre agriculture. On va y revenir notamment sur la question des OGM. Okay.
Et donc la ractopamine, par exemple, dans le CETA, on cite le Codex Alimentarius. Or, récemment, le Codex Alimentarius, qui est un texte international sur les normes, stipule qu'on peut utiliser la ractopamine. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement dans le cadre du CETA, c'est plutôt le fait que le Canada aura des avantages supplémentaires pour pouvoir... un intérêt supplémentaire à poursuivre l'Europe, notamment dans le cadre de l'OMC et de l'organe de règlement des différends. C'est ce qu'on appelle toutes les normes SPS, sanitaires et phytosanitaires. Alors, ensuite, alors je vous disais les substances de décontamination, l'interdiction des activateurs de croissance, dont la ractopamine et le fameux bœuf aux hormones, hein, enfin le traitement aux hormones des animaux, aux hormones chimiques. Et puis, la question des OGM, très importante aussi, parce que sur les OGM, alors le Canada, c'est un des plus grands producteurs de plantes et autres produits OGM, hein, notamment, donc ils ont aujourd'hui approuvé 13 variétés de plantes OGM, mais ils ont aussi approuvé un animal, hein, le saumon Aquavantage. Comment tu l'appelles? Aquavantage. Ah d'accord. Moi je dis saumon transgénique, mais voilà. je ne savais pas qu'il avait un petit nom. Il a un petit nom, voilà. Et donc les produits OGM chez eux, hein, c'est le canola, ce que je vous disais, le maïs, le soja, la betterave à sucre, les pommes, par exemple. Maïs, soja, betterave à sucre. Il n'y a pas de norme d'étiquetage obligatoire au Canada, donc c'est vous dire qu'ils n'ont pas du tout la même vision que nous des OGM. Il n'y a aucune mesure pour retracer et détecter les aliments qui contiennent des OGM. Et en fait, dans la consommation, finalement, il n'y a même pas de liste de variétés autorisées à la consommation au Canada, alors que nous, on a 70 variétés consommation autorisée. Hein, vous savez que nous, on a une clause de sauvegarde en France, on n'en produit pas. Il y a quelques variétés OGM, autorisées à la culture au niveau européen. Nous, en France, on a la clause de sauvegarde. Et du coup... Pour les variétés, donc pas d'OGM. Voilà, donc on n'en produit pas en France. Par contre, à des fins de vente, par contre, on en consomme. Hein, on en consomme, d'où l'étiquetage. 70 variétés. Voilà, d'où l'étiquetage obligatoire des produits OGM d'ailleurs. Du coup, les risques, ils sont de pression de la part du Canada, ils sont sur la liste des variétés autorisées à la production, la liste des variétés autorisées à la consommation, ou par exemple pour faire accepter une tolérance plus importante vis-à-vis de la présence d'OGM qui ne sont pas autorisés à la consommation en Europe. Aujourd'hui, c'est 0,1% de traces. Pour les variétés non agréées. Et puis quatrièmement, le Canada l'a écrit dans plusieurs documents, le gouvernement ou surtout les interprofessions canadiennes, c'est l'étiquetage, le non-étiquetage, c'est au non-étiquetage des produits OGM en Europe. Voilà. D'autres normes, et donc par ailleurs, il y a évidemment aussi d'autres normes concernées, sur les pesticides, j'en ai parlé. Par exemple, sur la mention de l'origine des produits agricoles, vous savez qu'en Europe, sur la viande, hein, il y a un étiquetage obligatoire de l'origine des viandes porcines, de l'origine des viandes. Hein. Et ben, les États-Unis qui avaient la même procédure, la même obligation de mention d'origine des viandes, s'est fait poursuivre récemment par le Canada là-dessus. Donc on a aussi un risque d'affaiblissement des avancées qu'on a sur l'obligation de mention d'origine des viandes via le CETA. Et puis, par ailleurs, il y a plein d'autres normes, si vous voulez, qui n'ont pas forcément de risque d'être mises en cause par le Canada, parce qu'ils n'auraient pas forcément avantage, mais qui leur confèrent un avantage clair vis-à-vis de nos propres productions, c'est-à-dire que ça diminue leur coût de production. Je pense par exemple à l'alimentation par des farines animales. Eux, ils utilisent les farines animales, ce qui nous, depuis toutes les crises sanitaires, est interdit. Eux, ils utilisent les farines animales dans l'alimentation animale. Et c'est clair que ça peut jouer, ça joue d'ailleurs sur les coûts de production en viande au Canada. Donc c'est ça qui rend le truc... qui lèse la compétitivité pour nous, quoi. Bah, c'est un des éléments. C'est un parmi tant d'autres. Hein. Bon, je vais y revenir sur la viande bovine. Je vais y revenir. C'est pas... en fait, c'est à certaines étapes qui sont ultra compétitives. Je vais y revenir rapidement. Mais, voilà. Et puis, rapidement, sur
Donc ça, c'est la question des normes. Je voulais dire 2 mots sur la question des IGP, parce que c'est souvent mis en avant comme avancée. Je pense que c'est une avancée, il faut le reconnaître. Mais c'est une avancée dont il faut relativiser la portée. Ouais, on ne peut pas dire que c'est un recul. Là, c'est une connerie. C'est une avancée dans le CETA. C'est vrai que le Canada va reconnaître plus d'IGP qu'avant. IGP. Donc indication géographique protégée. Puisque désormais ça va permettre... Attends, moi j'y suis pas du tout. Hein. Alors, les IGP, les indications géographiques protégées, c'est la mozzarella italienne, c'est la feta grecque, d'accord, je vois. c'est le comté français, voilà, c'est nos AOP en vin, nos appellations d'origine protégée en vin. C'est plus large que les AOP, c'est les IGP, c'est ce qu'on appelle les indications géographiques protégées. Et nous, si vous voulez, si tu veux, le but, c'est que le Canada n'ait pas le droit de faire de la mozzarella ou de la feta en ayant la même dénomination, enfin de la feta canadienne ou de la mozzarella canadienne. Okay, alors là, on se dit, du coup, c'est vrai que dans le CETA, c'est un gros chapitre pour nous, faire accepter par les Canadiens qu'ils n'aient pas le droit de produire, par exemple, de la feta canadienne. Tu peux nous rappeler le nombre du coup qui a été reconnu Alors voilà, c'est ça, ce qui est important, c'est que tout le monde dit « Ah, mais ils en ont accepté 145 ». De fait, ça fait 30 IGP. Parce que, attends, Canada, on a accepté 145. En fait, il y a exactement 30 IGP françaises qui ont été juridiquement reconnues nouvellement par le CETA. Donc c'est une avancée. Mais et le 145, c'est quoi là c'est quoi la différence entre le 145 et le 30? C'est que c'est affiché le fait qu'on aurait accepté 145, mais de fait, ça revient à 30... ça revient in fine à 30. Attends, je vais te dire exactement. Le CETA porte à 173 le nombre d'indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire de l'Union européenne. Donc, alors, attends. Sur les 1335 reconnus par l'Union, déjà. Donc c'est que 173 sur les 1335. Sur les 1335? Oui, en tout, on en a 1335 en Europe. Donc, feta, mozzarella, comté, les poisses, le maroilles, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Ce que t'aimes pas. Bon, je vous aurais dû le dire en vin. Le corbière, le capardès. Mais nous, on appelle ça... Attends, nous, on appelle ça IGP ou AOP alors? C'est plus large que qu'AOP. Non, mais toi, quand tu dis 1335... C'est IGP. C'est IGP, voilà. On est d'accord. Ok. Donc le CETA porte à 173 sur les 1335. Reconnu juridiquement. Voilà. Grâce au CETA... Ouais, c'est ça. IGP, ouais, c'est ça. Si tu prends la France... T'as que 30 IGP qui vont être juridiquement reconnus par le CETA sur les 145 qu'on a en France. Donc en gros. Okay. C'est juste pour relativiser la portée. Oui. Et c'est pire que ça. Attends, pourquoi il y en a 145 en France sur les 173? Non, alors ça, parce que d'abord j'étais au niveau européen. Au niveau européen, il y en a 1335 recensés. Et il y en a que 173 qui vont être reconnus par le CETA. Sachant qu'il y en avait déjà une partie qui l'avait été par d'autres accords, mais passons. Et donc en France, ça serait que 30 sur les 145. Non, j'ai toujours pas le 145 là. 145 dans 1335. Parce qu'il y en a grâce au CETA, il y en a 145 qui sont nouvellement reconnus. Il y en a quand même des nouvelles. Et ça, la partie nouvellement reconnue, on a une idée des proportions. Soit. Et oui, j'y arrive. Mais les 30, c'est que par rapport à la France. Ok, j'ai compris. C'est bon, voilà. Et pourquoi on en a que 145? Bah c'est vrai, c'est tous les vins, etc. Ouais, mais ça me paraît fort peu. Vous avez payé les 360 fromages, je crois. Attends. Dans le cas de la France, 42 produits ont ainsi été reconnus, correspondant à 30 IG, c'est bien ça. Sur les 145... Voilà. Mais dont certains étaient reconnus avant. Ouais, il faudrait que je retrouve les chiffres exacts. Parce qu'il y a une contradiction. Mais en vrai, c'est pas... Enfin, parce que, par exemple, les questions de l'étiquetage dont tu parlais juste avant. Vas-y, termine. Non, juste, ouais. En fait, il y a 200 IG européennes qui avaient déjà été reconnues par des accords antérieurs entre le Canada et l'Europe. Et là, on va en reconnaître 145 de plus. Mais sur les 145 de plus, en fait, il y en a toute une partie qui correspondent à la même IG, si tu veux. Que les 200 précédentes,
Enfin, en fait, quand on dit on va en Non, rajouter non, 145, dedans, c'est ouais, faux parce qu'en fait, il y en a plein qui correspondent à la même IG. Oui, c'est Ok. ça. Je sais pas si je suis claire. Si. Mhm. Sur les produits laitiers, pour nous, enfin, en tout cas si on est dans une optique d'augmenter nos exports, on a ouvert, le Canada a ouvert des contingents importants à droite douane nulle sur les fromages. Et nous, et notamment sur les fromages fins de qualité. Et on Ça- sait mieux les faire que les Canadiens. Bah, en fait, Donc, c'est bon pour nous. et C'est ça, c'est en un peu gros. ça. Mais Ouais. non, c'est surtout que les Canadiens, comme ils ont historiquement, ils ont des petites et moyennes exploitations, notamment au Québec. Et historiquement, pour ce qui est de la volaille et du lait, ils ont un système comme on avait avant 92 en Europe, c'est-à-dire prix garanti, quota laitier, tout un toit. Fort droit de douane. Alors, Si tu droit de veux- note sur c'est sur les produits laitiers. Ouais. Non, mais c'est plus précis que ça. Et sur les fromages plus particulièrement. Ouais, c'est ça. Il y a un contingent de fromage qui va partir Non, sur d'Europe. l'avancée. Là, c'est tout petit, quoi. Ouais, alors surtout, en fait, c'est là Non, qu'il c'est faut ça. absolument lire le groupe d'experts Ouais. dans l'annexe. Donc c'est très bien expliqué qu'en fait, parce qu'on va vous dire oui, on va gagner sur les fromages, qu'en fait tout ça c'est un peu de la flûte. Enfin bref, je passe les détails. Ils ont mis des règles sur ces exports, sur ces produits venus d'Europe, qui font qu'en fait, on va pas leur exporter tant que ça. Ouais, d'accord, ok. Par ailleurs, et c'est le dernier point très important sur les produits laitiers, c'est que leur super système de quotas, vu qu'on va les concurrencer, ils ont sans doute, il risque d'y avoir une pression pour faire sauter tout ce mécanisme-là au Canada. Et donc si on fait sauter les quotas laitiers au Canada, comme nous on a ouvert tous nos droits de douane au lait côté Europe, parce que nous par contre on a tout ouvert au Canada sur le lait, si jamais eux ils font sauter leurs quotas, rien ne dit que dans 10-20 ans, ils n'aient pas du coup une capacité d'export importante vers l'Europe s'ils font évoluer leurs exploitations. Ah, mais c'est sur ça qu'ils nous répondaient le moine. Mais non, mais vous inquiétez pas, de toute façon ils sont nuls. Même sur l'élevage, je crois qu'ils nous avaient dit. Ah non, alors là, sur Genre, la- mais il n'y a aucune crainte, c'est des mauvais. Donc c'est un peu comme Philippe Maurice, tu vois. Ça ne s'est pas fait, donc ça ne se fera Ouais. pas. Tu vois, c'est un peu la logique. Alors non, mais en plus, alors ça c'est pour le lait, c'est vrai que... Ils sont pas concurrentiels. Sur le lait et la volaille, non. Sauf que, d'ailleurs on l'a vu cet été, sauf que la pression qu'on va leur mettre risque de faire sauter à terme les quotas laitiers au Canada. Et là, ça veut dire qu'ils pourront produire beaucoup plus et qu'ils pourront à terme, peut-être dans 10, 20, 30 ans, nous exporter beaucoup plus. Or nous, on a tout fait sauter côté Europe. Tout va bien. Et puis surtout, après, c'est sur l'élevage de viande bovine et porcine, où là, c'est dans le rapport qu'on montre ça, ils ont des coûts, des structures de coûts, des coûts bien inférieurs à nous en moyenne, pas tellement dans les exploitations qui pratiquent ce qu'on appelle le naissage, c'est-à-dire que c'est l'animal jusqu'à ce qu'il est... l'animal tant qu'il n'est pas engraissé. Après, c'est après que le bas blesse, ils sont envoyés dans ce qu'on appelle des feedlots, c'est-à-dire des structures d'engraissement géantes à plusieurs dizaines de milliers de bêtes, avec des coûts de production bien inférieurs, et ensuite ça part en abattage des coupes. Et là, dans des abattoirs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Absolument dominés par deux multinationales, JBS le brésilien et Cargill l'américain, l'états-unien. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec des coûts in fine, quand on comprend l'engraissement et l'abattage des coûts, bien inférieurs à l'Europe. Alors ça, par contre, on n'est pas du tout concurrentiel en viande bovine. Je pourrais dire la même chose en viande porcine, même si c'est moins flagrant. Et donc, ils risquent de nous concurrencer très fortement. Et ça, franchement, je connais personne qui peut remettre en cause ça. Vraiment, c'est-à-dire qu'on sait qu'en viande bovine, et dans une moindre mesure en viande porcine, le secteur va énormément souffrir en Europe. D'ailleurs, la fédération de viande bovine en France a été une des premières à combattre le CETA. Et c'est pas pour rien que la FNSEA s'est prononcée contre le CETA. Et ça, c'est quand même historique, que la FNSEA se prononce contre un accord de libre-échange. Et c'est bien parce qu'elle considère, avec toute l'expertise qu'elle a, que ça va être... en tout cas, suite aux rapports qui ont été faits... C'est une catastrophe pour l'agriculture Voilà. française. De manière générale, et y compris la FNSEA, le syndicalisme agricole majoritaire, s'est prononcé
contre ça. Mais en premier lieu, ça a été la Fédération de viande bovine, l'interprofession de viande bovine, qui a pointé du doigt le problème, c'est-à-dire ces contingents à droit de douane nulle qui vont permettre beaucoup plus d'exportation. Sachant par ailleurs, je vous l'ai dit, que c'est des coûts de production bien inférieurs et avec des contraintes sanitaires et environnementales souvent bien inférieures. Par exemple, je ne rentre pas dans le détail, sur le bien-être animal, ils ne sont pas du tout les mêmes normes que nous. Tout ça, c'est dans le rapport du groupe d'experts notamment. Et voilà. Et pour finir, par ailleurs, tout ça se passe dans un contexte de multiplication des accords de libre-échange, donc notamment, un certain nombre a déjà été signé, mais il y en a un certain nombre qui sont en cours de négociation et en passe d'être signés, et notamment celui qui est en cours de négociation, il y en a 2 qui peuvent faire très mal, c'est l'Ukraine et le Mercosur, avec l'Amérique latine. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Commission européenne a produit un rapport il y a à peu près 1 an sur les effets cumulés des accords de libre-échange, et que la Commission européenne, dans ce rapport, en tout cas ce rapport, commandé par la Commission européenne, conclut qu'il va y avoir, qu'en gros les secteurs bovins et porcins, je crois, vont être en gros des perdants de ces accords de libre-échange. Non, viande bovine et ovine. Et ça, c'est très intéressant parce que, en gros, dans ce rapport, il est reconnu que c'est pas du gagnant-gagnant, quoi. Et qu'il y a des secteurs qui vont vraiment déguster. Voilà, je passe les détails sur... après, sur la viande bovine, faudrait les lire, mais la viande bovine, notamment, le problème, c'est que c'est pas tellement sur l'ensemble des morceaux, ça va être sur des morceaux de qualité. Parce qu'en gros, eux, ils ont des vaches de réforme qui valorisent en viande hachée à très faible prix. Et du coup, vu que nous, on a des morceaux qui sont vendus à très haut prix, les morceaux de qualité, la loyau, ce qui correspond au faux filet, au filet, etc. C'est là-dessus que les Canadiens vont pouvoir vraiment nous concurrencer. Or, c'est ce qui fait l'essentiel de la valorisation des produits de viande bovine en Europe. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent on dit oui, mais ça va être peanuts sur la production européenne. En fait, si tu le rapportes aux produits de qualité qui sont la vraie valorisation de la viande bovine, qui sont le cœur de valorisation, ben ça risque de représenter une part très importante, quoi. Et donc, clairement, une déstabilisation, sachant que la viande porcine et la viande bovine, déjà les producteurs ont des revenus soit très faibles depuis très longtemps en viande bovine, soit comme ça en viande porcine, et puis qu'évidemment, du coup, l'ouverture via ces accords de libre-échange, ça va ne faire que concurrencer davantage, faire baisser les prix et puis augmenter la volatilité.